À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur ce numéro de Capital Santé qui aborde un problème de santé quelque peu méconnu ou banalisé. Il s'agit du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, un trouble hormonal qui touche plusieurs femmes dans le monde, souvent mal connu et parfois diagnostiqué tardivement. Le SOPK impacte la santé physique, hormonale et émotionnelle aussi de la femme. Nous faisons les prochaines minutes durant le point sur ce qu'est réellement le syndrome des ovaires polykystiques et sur les solutions possibles pour mieux vivre au quotidien avec la maladie. Et pour en parler, nous recevons en plateau Madame Raissa Van Oorl. Elle est spécialiste en fertilité et déséquilibres hormonaux. Elle porte également un témoignage, son témoignage, puisqu'elle a également été diagnostiquée de cette maladie. Madame Raissa, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons, pour planter le décor, suivre ce récit qui revient sur l'essentiel à retenir du syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques ou encore SOPK est un trouble hormonal fréquent qui touche de nombreuses femmes en âge de procréer. Il se caractérise par un déséquilibre des hormones sexuelles pouvant entraîner des cycles menstruels irréguliers, une ovulation perturbée, une augmentation des hormones androgènes ainsi que des manifestations comme l'acné, la pilosité excessive, la fatigue ou la prise de poids. Le SOPK n'a pas une seule cause identifiée. Il résulte souvent d'une combinaison de facteurs hormonaux, métaboliques et parfois génétiques. Chez certaines femmes, il est également associé à une résistance à l'insuline, ce qui peut augmenter le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires à long terme. Le diagnostic repose sur un ensemble de critères cliniques, biologiques et échographiques. Cependant, le SOPK reste encore sous-diagnostiqué, en partie à cause de la diversité de ses symptômes et de leur banalisation. La prise en charge de SOPK est globale et personnalisée. Elle inclut un suivi médical régulier et peut être complétée par des mesures liées au mode de vie, notamment l'alimentation équilibrée, l'activité physique et la gestion du stress. De retour en plateau, rebonsoir Madame Raissa. Bonsoir. Alors, vous allez nous parler de votre intérêt particulier pour la fertilité féminine et particulièrement, bien sûr, pour le SOPK. Exactement. Alors oui, moi j'ai été diagnostiquée très tôt. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans. Et en fait, c'était une maladie qui n'était pas inconnue chez moi, puisque bon nombre de femmes de ma famille, que ce soit mes cousines, ma propre maman, ont été touchées par ce syndrome. Donc on m'a toujours parlé de ça très ouvertement, mais il y avait quand même encore un tabou, ça devait rester en famille, pas trop s'étendre. Et lorsque j'ai été diagnostiquée, je me dis non, il faut que je casse le tabou. Alors, donc, depuis l'âge de 12 ans, vous vivez avec cette pathologie. Comment est-ce que ça se passe? Alors, j'ai eu mes règles très tôt. Donc, j'étais réglée effectivement donc à l'âge de 12 ans. Les premières règles se sont bien passées. Et puis, tout d'un coup, un jour comme ça, mes règles ne sont plus venues pendant plus de 3 mois. Et donc, j'ai contacté ma maman. J'ai dit, maman, là, j'ai pas mes règles depuis 3 mois. Elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit avant, etc. Elle m'a emmenée chez le médecin. Le médecin m'a fait une batterie d'examens. Et déjà à cet âge-là, j'avais déjà une présence de beaucoup de follicules dans les ovaires et il m'a directement diagnostiqué SOPK. Alors, et comment est-ce que vous vivez avec la maladie? Alors, c'était un parcours du combattant. Donc, à cet âge-là, je n'avais pas vraiment de symptômes si ce n'est l'absence de règles. C'est plus tard à l'adolescence, quand je commence à grandir, que je vois que quand je fais du sport, je suis beaucoup plus forte, j'ai des muscles qui se dessinent, j'ai de l'alopécie androgénétique, je commence à avoir de la barbe qui se développe. Et en fait, je ne comprenais pas d'où venaient ces symptômes, prise de poids inexpliquée. Donc c'était vraiment très très difficile à vivre. Il y avait aussi, comme vous l'avez si bien dit, des troubles émotionnels. Tu te lèves le matin, tu n'es pas bien, mais tu ne sais pas expliquer pourquoi. Donc quand on grandit en tant que femme et qu'on n'arrive pas trop à comprendre d'où viennent tous ces symptômes, on n'arrive pas à expliquer, même le corps médical me disait juste quand vous voulez des enfants, c'est là que vous allez revenir me voir. Oui, mais entre le moment où je veux des enfants et le moment où je dois vivre ma vie de femme, comment je gère mes symptômes?
Alors, parlez-nous un peu plus de ces symptômes-là pour ces femmes qui peut-être souffrent de cette maladie, mais qui ne s'en rendent pas encore compte. Oui, alors moi je suis camerounaise et je sais que chez nous, il y a beaucoup de femmes comme ça. Au Bénin aussi peut-être? Oui, il y en a. Il y en a aussi. Oui. Qui ont de la pilosité Oui, ici oui. sur la poitrine, qui ont de la barbe en fait comme les hommes. Et je me souviens que petite, on disait que ces femmes-là sont méchantes, elles sont des hommes. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ah, je vais commencer à avoir le même stéréotype que ces femmes-là. Et c'est avec le temps que mes médecins m'expliquent que non, ça s'appelle l'hyperandrogénie. J'ai beaucoup d'hormones masculines. Et c'est comme ça que ça se manifeste. Donc, je dirais que la première chose, c'est lorsqu'on a des pilosités sur des zones où normalement la femme n'est pas censée avoir, il faut qu'on consulte. Et je dirais aussi que à partir du moment où une jeune femme a ses règles, il faut aussi consulter. Parce que quand moi, on peut être diagnostiqué très tôt, et je trouve ça même bien d'être diagnostiqué tôt, comme ça au moins, ça peut me préparer voilà. Parce que la plupart des femmes, malheureusement, apprennent qu'elles ont un SOPK quand elles sont déjà en désir de maternité. Et quand on veut un bébé, on veut tout de suite le bébé, retourner en arrière pour prendre soin de ses hormones, faire des consultations. Je pense que c'est très difficile. Alors, qu'en est-il des conséquences directes de la maladie, si vous pouvez nous en parler? Alors, il y a des troubles d'humeur. Il y a vraiment des troubles d'humeur. Il y a également un espèce de prédiabète qu'on appelle résistance à l'insuline, c'est-à-dire qu'on est très très sensible à ce qu'on mange. Donc on doit vraiment faire attention aux aliments que l'on consomme, manger le plus naturel possible. Par exemple, je sais que moi les sodas, c'est pas possible. Tout ce qui est gazeux, le petit déjeuner par exemple, pareil, on doit tout réviser, réapprendre à manger. Donc quelqu'un qui va manger un croissant, un pain au chocolat le matin, moi je peux pas parce que petit croissant, ça va me faire prendre beaucoup de poids. Donc il faut également être accompagné par des diététiciens, gynécologues. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Et parfois c'est difficile parce que quand tu es jeune femme, on t'invite en soirée, tu as aussi envie de profiter comme les autres, mais tu peux pas. Alors est-ce qu'on peut en guérir? Alors selon les médecins, aujourd'hui en 2026, on ne peut pas en guérir. Donc ils disent simplement qu'il faut apprendre à vivre avec, se faire accompagner. Et puis c'est simplement quand on est en projet bébé qu'on peut être pris en charge. Mais avant tout, on se débrouille un peu. Je vois. Nous allons marquer une petite pause et revenir en plateau. Vous êtes au Bénin pour partager votre témoignage et accompagner comme vous le pouvez les femmes qui souffrent de ce syndrome-là. Dites-nous comment est-ce que cela se passe. Oui, alors déjà, j'ai adoré le Bénin. J'aurais dû prendre un billet beaucoup plus long. Et en fait, moi, je vis en Europe et je me suis rendu compte que nos sœurs, elles sont très désavantagées. On n'a pas forcément accès à certains médicaments, certains conseils, certains même plantes, compléments alimentaires, ni certaines informations, tout simplement. Et je me suis dit, le fait que je sois là-bas, je vais me servir de la force que j'ai de l'autre côté, mais j'ai besoin de partager ça à mes sœurs parce qu'on souffre beaucoup plus dans nos pays. Et l'objectif du petit tour africain que je fais, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces femmes qui sont diagnostiquées aussi SOPK, mais d'autres pathologies, fibromes, et leur parler de ce que moi j'ai appris dans mes études et de ce que j'ai découvert qui, moi, m'a aidé. Donc, si je peux essayer aider mon prochain, je le fais. Alors, de vos expériences, est-ce que vous avez des retours positifs? Oui, alors je suis contente effectivement d'avoir énormément de retours positifs. Sur mes réseaux sociaux, nous sommes à peu près aujourd'hui 250 000 femmes, couples, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des hommes qui me suivent. Et en fait, des femmes comme moi qui n'avaient pas les règles. Quand j'ai partagé mon expérience du fait que je n'avais pas mes règles pendant 5 ans, elles sont venues témoigner, dire que mais moi aussi j'ai pas mes règles. Ah, la barbe là, en fait, c'est pas vraiment normal, il faut que je consulte. Et en fait, en leur donnant quelques conseils, elles sont allées consulter, elles ont découvert qu'elles avaient un SOPK. Ça a expliqué les troubles d'humeur, les problèmes peut-être de fertilité. Et beaucoup ont pu concevoir grâce à mes conseils. Alors, est-ce que les hommes sont également impliqués dans votre programme? Parce qu'il faut dire que ça a une affaire de tous. Absolument, il y a tellement de tabous dans nos pays. Et c'est vrai que les hommes pensent qu'ils sont exclus puisque c'est nous qui portons l'enfant. Alors qu'en fait, je tiens à rappeler, messieurs, que c'est 50-50 en fertilité. Exactement. Et dans la plupart des cas, j'ai même des femmes qui viennent en naturopathie. Je leur dis, mais je n'ai rien à vous dire. Vos hormones, c'est parfait. L'ovulation est bien. On traque le cycle, tout va bien. Il faut qu'on regarde du côté de monsieur. Et donc, effectivement, dans mon accompagnement, l'homme, il est vraiment là à 50% où je ne peux pas t'accompagner. Alors, est-ce qu'ils sont ouverts comme il faut? Ça dépend des pays.
Alors, quelques conseils d'hygiène de vie, puisque vous êtes naturopathe. Exactement. Quelques conseils d'hygiène de vie pour améliorer sa fertilité en tant que femme et pourquoi pas en tant qu'homme également. En tant qu'homme, bien sûr. Alors, évidemment, l'alimentation, c'est notre premier médicament. Je dirais également, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que nous sommes très, très sensibles aux perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est des petites molécules chimiques que l'on trouve dans nos crèmes, dans nos shampoings, même à la maison, dans les produits ménagers, qu'on a l'habitude, par exemple, de faire le ménage. On ne met pas de gants, on ne met pas de cache-nez. Mine de rien, sur le long terme, je pense, par exemple, aux femmes qui ont des fibromes, ça peut... En fait, les perturbateurs endocriniens se font passer pour des hormones, se font passer pour des oestrogènes. Donc, en fait, quand on est en contact avec ça tout au long de la journée, ça ne nous aide pas. Donc, ce que je dis, c'est, mesdames, nos dessous, ça doit être en coton. Messieurs aussi, du coup, ça doit être en coton. L'alimentation, on évite tout ce qui est alcool, les sucres qui sont visibles, évidemment. Et puis, bon, on fait de notre mieux, quoi. Et après, il y a quand même des petites plantes. On a la chance d'être en Afrique. On peut se supplémenter avec quelques compléments alimentaires ou des plantes pour améliorer, booster notre hygiène de vie. Alors, pour les mamans qui ont également des petites filles qui sont en train de grandir, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Maman, faites consulter vos jeunes filles. C'est très, 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 très important. Il faut qu'on consulte et surtout qu'on évite le jugement. En tant que femme, on arrive à 30 ans, on n'est pas encore enceinte. C'est « Ah, toi, tu attends quoi pour tomber enceinte ?» Alors que peut-être cette jeune femme, par tabou, n'a pas dit qu'elle avait un trouble hormonal, qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle ne voyait même pas ses règles. Et nous, on vient l'acculer avec des remarques, des réflexions. « Mais toi, l'enfant arrive quand ?» etc. Donc moi, le conseil que je donne, c'est éviter le jugement. On ne sait pas ce qui se passe dans les foyers. Et surtout, consulter les médecins. C'est très, très important d'abord. Parce que même moi, en naturopathie, je ne peux pas travailler s'il n'y a pas un bilan de fertilité qui n'a pas été fait. Donc, c'est très important. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est « il y a de l'espoir ». Alors, je suis passée de 110 kilos à aujourd'hui. Bon, je me bats encore contre le poids, c'est très difficile. J'avais de la barbe. Aujourd'hui, vous voyez, je n'ai plus de pilosité. Je ne suis pas encore en projet bébé, justement, parce que je voulais être en meilleure santé possible pour accueillir un futur bébé. Donc, vraiment, l'hygiène de vie, prenons soin de nous, ramenons l'alimentation africaine dans nos assiettes, parce qu'elle a été très européanisée avec le temps. Et ça ne nous fait pas forcément du bien. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Aïssa Van Oorl, si j'arrive à bien prononcer. C'est ça. Je rappelle que vous êtes étudiante en biomédecine, spécialiste en fertilité et déséquilibre hormonaux, naturopathe. On retient alors que le SOPK n'est pas une fatalité. Mieux le comprendre, c'est déjà mieux le gérer, comme vous l'avez dit. Et le secret, c'est dans le diagnostic précoce, un suivi médical adapté et des gestes naturels au quotidien. J'espère que j'ai bien résumé. C'était absolument parfait. Ainsi, il est donc possible d'améliorer sa qualité de vie et de reprendre le contrôle de sa santé hormonale. Merci beaucoup à vous pour ces éclairages et pour le témoignage que vous avez partagé avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis et à bientôt.